Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, le département de la justice souhaite la peine de mort pour Luigi Mangione. Ça, c'est ce jeune-là qui a abattu en pleine rue à New York un PDG d'une grande compagnie pharmaceutique. Si jamais il est accusé, condamné pour la peine de mort, est-ce que tu penses qu'il va avoir beaucoup de manifs, qu'il va devenir un genre de martyr pour une certaine gauche? Voilà, écoute, puis je pense qu'on va aller au-delà de la gauche et de la droite dans ce cas-là. C'est-à-dire que on va s'entendre, personne ne va valider officiellement et ne dire à haute voix on est content qu'il ait assassiné donc ce patron d'une grande pharmaceutique ou des assureurs, donc des pharmaceutiques. Maintenant, c'est l'intérêt qu'il y a derrière ce procès-là. D'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, écoute, on a ce qu'il faut de preuves, on est blindé, on l'a sur vidéo. Il a plaidé non coupable, mais ça allait de soi. Là. On veut se garder une marge de manœuvre, son avocat, pendant le procès. Mais ça semble être assez clair qu'on dispose d'une preuve béton contre lui. Donc, ce qui va rester comme observation à faire, puis j'ai presque envie de te dire comme suspense, parce qu'on risque de suivre ça comme un feuilleton, c'est va-t-il être condamné à mort? Et si oui, quelle va être la réaction des gens? Je t'avais même dit, il y a une rare possibilité, finalement, ça se produit pas souvent, mais que on trouve finalement que la cause, pas le geste de l'individu, mais que sa cause soit tellement sympathique que des jurés finissent par penser qu'on ne doive pas le condamner. C'est une des rares avenues, finalement, que peut espérer Luigi Mangione pour sa défense ou pour sortir, finalement, de ce procès-là. Et l'intérêt du procès réside dans le fait que on en a parlé, je sais pas à combien de reprises, qu'il y a des trous dans le filet social américain qui sont énormes, qu'il y a plein de gens qui, même assurés, ne parviennent pas à avoir l'argent des assurances, soit dans les temps raisonnables ou soit obtenir l'argent tout court. On va invoquer n'importe quel prétexte, on va étirer les délais, on va aller devant les tribunaux, ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui souffre d'un cancer et qui a besoin de traitement payé par son assureur, pourrait avoir le temps de décéder faute du traitement nécessaire auquel il n'a pas accès en raison de l'assureur. Ça va être très émotif. Personne dans une société démocratique saine ne dit on règle ses problèmes soi-même. C'est pas un super-héros, c'est pas l'univers de Marvel, hein, on règle pas ses problèmes à main nue ou avec une arme. Mais en même temps, il y a un courant de sympathie pour la cause. En même temps, Luc, ça s'inscrit dans un air du temps qui fait qu'il y a des gens qui disent « Moi, je ne crois plus au système démocratique. Voilà. Je vais prendre les armes puis je vais rentrer au Capitole. » Puis il y en a d'autres qui disent « Je ne crois plus au système de justice. Je vais me faire justice moi-même. » À un moment donné, tu sais, c'est comme les institutions existent puis sont là puis il faut les respecter aussi, là. Mais tu vois, c'est ça. Mais ça vient en même temps avec le contexte politique. Et c'est là, parfois, où je te dis, il faut aller au-delà de démocrates et républicains. Ce n'est pas normal que dans ce pays-là, les lois dont on dispose actuellement protègent plus les grandes compagnies, ces géants du domaine de l'assurance, plutôt que le citoyen américain. Ensuite, que ce citoyen-là dise « Je vote pour Trump puis je fais un gigantesque bras d'honneur au système », que je vote pour les démocrates parce que c'est dans leur plateforme d'améliorer mon sort, on verra, puis on peut comprendre beaucoup de réactions là-dedans. Reste que le système là-dedans fait défaut. Il y a des Américains qui paient en plus des primes d'assurance qui sont très élevées et qui se ramassent en bout de ligne à ne pas avoir les services ou pas les services qu'on leur avait proposés à l'origine. Et il y a tout un cadre qui permet aux pharmaceutiques de procéder de la sorte. Donc, c'est ça qu'on va suivre. Et quand tu parles de manifestations, moi, je pense qu'on va en voir pendant le procès et qu'on va en voir après le procès. Mais à la limite, il y a plein de gens sensés qui vont dire on condamne le geste, mais dans des termes peu flatteurs, vont dire c'est un écœurant qui a payé le prix. Et c'est là où on va en arriver. C'est là où on va sentir la colère, la frustration face à un système qui laisse trop de laisser pour compte.
Écoute, on a parlé avec Maximile, puis il dit que ça pourrait être une figure un peu comme George Floyd, là, tu sais, là, une figure, là, soudainement, que les gens portent sur leur T-shirt, ils brandissent des pancartes, ça risque d'être très gros. Mais écoute, c'est troublant depuis un moment, cette histoire-là, parce que déjà, au moment où on montrait la vidéo, puis quand on a procédé à son arrestation, il y a déjà des gens qui le considéraient comme un héros. Il y a vraiment un phénomène, Luigi Mangione. Il y a personne qui l'a oublié. Puis bien sûr, il a, entre guillemets, la gueule puis le physique de l'emploi. Non, mais tu fais bien de le dire. Ouais? Tu fais bien de le dire aussi, là, parce que s'il n'y avait pas cette gueule-là, je ne sais pas s'il y aurait autant un phénomène Luigi Mangione comme ça. Écoute, assez rigolo, ça. Donald Trump, ça a l'air qu'il part en guerre contre la loi 96 qui vise à protéger le français, mais lui veut faire de l'anglais la langue officielle des États-Unis. Écoute, c'est quand on parle de Donald Trump, puis on dit, puis c'est probablement habile au plan politique. Quand on dit Donald Trump, souvent, il va nous inventer un problème pour être en mesure de proposer une solution, mais à une crise qui n'existe pas. Et il est allé 60 fois devant les tribunaux en 2020 pour critiquer l'élection en disant qu'elle n'est pas légitime, puis finalement, il s'est fait débouter dans la quasi-totalité, si ce n'est la totalité. Il aime marteler le message. Et ce qu'il dit, grosso modo, et c'est toujours la fameuse étiquette woke qu'il va brandir, c'est que finalement, pour la culture américaine, on parle pas de la définition, on pourrait en jaser longtemps, mais pour protéger la culture américaine, lui, il est prêt à passer à l'action. Et dans sa tête, la langue anglaise est menacée aux États-Unis. C'est certain que de vue du Québec, comme Canadien français, comme Québécois, on dit toujours, on est dans un océan anglophone et c'est la raison pour laquelle on légifère, même si c'est pas toujours bien perçu ailleurs, surtout quand on comprend pas la dynamique particulière du Québec au Canada ou en Amérique du Nord. C'est certain que ça nous fait sourire de voir Donald Trump dire non, il faut qu'on protège la langue anglaise aux États-Unis. En même temps, derrière ça, on peut critiquer Donald Trump, mais prendre la peine quand même d'aller dans le menu détail ou à tout le moins d'inclure des nuances dans nos critiques ou dans nos propos. Il y a beaucoup d'États maintenant où la langue qu'on va parler à la maison n'est pas l'anglais. Donc, la langue officielle, elle n'a pas de statut, mais ça demeure l'anglais. C'est la langue qu'on apprend quand on arrive aux États-Unis. Mais la langue souvent qui est parlée à la maison, ça va être une autre langue que la langue anglaise. Alors, il y a des gens qui réagissent, qui ont l'épiderme peut-être un peu sensible, qui réagissent à ça en disant, par exemple, la communauté hispanophone. Moi, j'ai déjà voyagé avec des amis qui ne parlaient pas un traître mot d'anglais, mais qui étaient bilingues espagnol et qui ont pu passer un très, très beau séjour aux États-Unis en ne parlant qu'espagnol. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres phénomènes au plan démographique et au plan linguistique qui touchent les États-Unis. Puis une dernière chose avant que tu me relances, moi, ce qui me chagrine un peu cependant dans la décision de M. Trump, parce qu'elle me semble plus symbolique qu'autre chose, on verra, mais de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, ce qui me trouble un peu, c'est que sous Bill Clinton, on avait forcé les institutions qui bénéficient de l'argent du fédéral à offrir des services dans une autre langue, c'est-à-dire à offrir au moins la documentation. Il y a parfois des gens qui se demandent, mais comment ça se fait que quand on débarque dans les parcs nationaux aux États-Unis, je peux faire la visite, puis écoute, on me l'offre en français, on me l'offre en espagnol, on me l'offre en allemand, on me l'offre en polonais. Ça remonte à Bill Clinton qui avait exigé que si on obtient des subsides fédéraux, on soit capable d'accommoder des gens, ne serait-ce que pour leur fournir un minimum d'informations. On ne disait pas, vous allez leur parler dans leur langue, mais on est capable de se faire expliquer quelque chose qui relève du fédéral dans une autre langue que l'anglais pour être bien sûr qu'on la maîtrise. Donc, ce que Donald Trump a fait enlève ça. En tout cas, l'anglais, langue menacée, et la culture américaine, culture menacée, ça fait rigoler pas mal. Et en terminant... Il s'agit de voir comment on définit la culture. Oui. Et c'est pour ça qu'on veut plus financer le musée Smithsonian, parce que dans notre culture, on n'enseigne pas tout. Le musée d'histoire des Premières Nations, puis le musée d'histoire des Noirs, ça divise dans notre culture, ça, Richard. Donc, on coupe les fonds. Bill Maher, mon idole, reçu à la Maison-Blanche. Bill Maher, qui toutes les semaines prend plaisir à vraiment là, à dire à quel point c'est un crétin, Donald Trump. Il a été reçu à la Maison-Blanche, pas par Trump lui-même, quand même. Il est entré à la Maison-Blanche grâce à l'intervention providentielle de Kid Rock. Donc, c'est un des artistes favoris, puis un des rares qui accepte d'appuyer ouvertement Donald Trump. Kid Rock a donc intercédé
Kid Rock, et le voilà dans toute sa splendeur. J'attendais que l'image nous apparaisse. Donc, c'est le costume qu'il a revêtu pour la visite en compagnie de Bill Maher. Et écoute, j'ai une seule question quiz pour toi aujourd'hui. Bill Maher et Donald Trump ont une chose en commun. De quoi ont-ils parlé? Parce qu'il semble, on n'a pas entendu Bill Maher, mais Kid Rock a dit ça pouvait pas mieux se passer. Et là, je te relance. Bill Maher, je sais que tu l'aimes bien, on l'écoute tous les deux. De quoi ont-ils parlé? Et ils se sont entendus ensemble en plus. C'est certainement pas sur la marijuana. On sait que Bill Maher est un grand défenseur du pot. Depuis longtemps. Un pilier de la défense du pot. J'ai aucune idée. Un drink. J'imagine, le bourbon, écoute, quelque chose comme ça. Je m'attendais, tu vois, j'ai encore des choses à découvrir sur toi, Richard. Faut qu'on continue au moins encore un peu. Ils ont parlé des woke. Ils ont ça comme cible tous les deux. Donc, en fait, tu disais, hein, Bill Maher prend plaisir souvent à ridiculiser ou à marteler un message qui va contre Donald Trump, mais ils ont tous les deux en commun, sur une base hebdomadaire aussi, d'effectuer des sorties contre les woke. Et Bill Maher était un des libéraux américains les plus durs avec une certaine gauche américaine. Alors, parmi les sujets... Ah, voilà. Et parmi les sujets, donc, qui ont fait consensus, tout ce beau monde-là qu'on vient de voir, les quatre, se sont entendus pour frapper sur les woke ensemble. Surréaliste. Si je pensais voir une photo de Bill Maher souriant à côté de Donald Trump, écoute. Vers l'infini et plus loin encore, nous dirait Buzz Lightyear. Il faut dire que c'est le 1er avril. C'est peut-être une photo montée, là, faite par l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont à l'écoute, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça s'est produit pour vrai, c'était hier. C'est incroyable. Demain, on va se parler du jour de la libération. D-Day, demain. Jour de libération, et je suis ce soir 3 résultats électoraux très importants dans une année où on pensait pas parler d'élection. Donc, on y revient demain. La Cour suprême du Wisconsin et 2 sièges disponibles pour la Chambre des représentants en Floride. Donc, demain, on devrait avoir les résultats et être en mesure d'en discuter tous les deux. Super. Bonne soirée, Luc. Salut. Salut, bye.